Ma première marque n'existe pas aujourd'hui. C'est ma marque la plus réussie. Je dis cela car c'est grâce à cette marque que j'ai tout appris. Brett Berish, président et président-directeur général de Sovereign Brands, connaît la formule. De la création de la sensation mondiale Luc Belair à l'élaboration de rums à succès comme Bamboo et des gins primés comme McQueen et le Violet Fog, Brett a transformé Sovereign en une puissance internationale. Marcus, Prends du temps. en persévérant dans quelque chose, vous finirez par réussir. Quand on croit en quelque chose, tout devient possible. Ce n'est pas ce qui a fait notre succès. Ce sont beaucoup de choses. Essayez beaucoup de choses. Si vous allez essayer un tas de merde, peut-être que quelque chose fonctionnera. Les gens font des erreurs tout le temps. Demander l'opinion d'autrui vous prépare à l'échec. Mais voici le vrai rebondissement. Il ne se contente pas de créer des produits. Il bâtit une culture et un mouvement avec la campagne Self-Made Taste Better, mettant en vedette des icônes de la musique, du sport et du divertissement. Convaincre quelqu'un de changer sa façon de faire est la chose la plus ardue au monde. S'il existait une solution simple, tout le monde l'adopterait. Mais rien n'est simple. Je crois que personne n'a eu plus de nouvelles marques à succès que nous. C'est un excellent signe que si vous croyez en quelque chose, vous pouvez réussir. Les marques premium peuvent exister mondialement. Pour les marques bon marché, c'est difficile. Dans cet épisode, Brett partage comment il a constamment construit des marques qui changent la donne et le secret de ses partenariats avec certains des producteurs les plus renommés du monde. Si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il faut pour transformer une passion en un empire mondial, c'est une histoire que vous ne voudrez pas manquer. Bienvenue à Success Story. Je suis votre hôte, Scott Clary. Brett, mec, je suis ravi que tu sois ici. Je suis ravi de faire ça. Ouais, j'adore. C'est très amusant. Je voulais commencer par ça parce que je pense que la majeure partie de ta carrière a été un peu contrariante. Et je pense que c'est vraiment comme ça que tu as réussi. Donc, juste pour cadrer tes pensées sur la construction d'une entreprise. Comment envisages-tu la construction d'une entreprise en adoptant presque une perspective contrariante chaque fois que tu essaies de construire quelque chose ou de concevoir quelque chose de nouveau ou de réfléchir à quelque chose de nouveau? Ta façon de faire les choses n'est probablement pas celle de 99% des gens. Il y a des choses. Pour une raison quelconque, tu viens de me faire penser que je suis actuellement au lycée. C'est ma dernière année et j'ai participé, c'était appelé le concours Mr. Nutria ou le nom de mon lycée. Et ça me ramène à ça parce que je me souviens quand tu devais faire ton concours de maillot de bain ou ton soirée, tu sais, ton concours de forme de travail ou ton talent, je devais le faire différemment. Je devais penser différemment de tout le monde parce que mon truc à moi, c'était que je devais être différent. Comment me faire remarquer? Et je pense que cela n'a littéralement jamais changé. Je me dis, qu'est-ce qui va être spécial dans ce moment précis? Et pour moi, il s'agit de tous les moments où j'essaie d'être différent parce que je ne peux pas être comme tout le monde, car ils vont avoir plus de talent, plus d'argent, plus de style. Ils auront l'air mieux. Tout est mieux. Tout doit être différent. Pensez-vous que c'était quelque chose que vous avez pris de votre famille parce que votre père était donc un cadre chez Jim Beam pendant 25 ans, ce qui est si intéressant parce que si je pense à un cadre chez Jim Beam, je ne pense pas à différent. Je pense à quelqu'un qui est en fait dans cette énorme machine. C'est très corporatif, ce n'est pas une petite entreprise. Donc c'est drôle parce que vous avez fait la même chose mais différemment. Vous êtes toujours dans les spiritueux, vous êtes toujours dans l'alcool, vous créez toujours, oui je ne sais pas si vous demandez où. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense peut-être que c'est parce que je suis le plus jeune de mes 4 frères et j'ai besoin de me démarquer, peut-être par insécurité. Peut-être que c'est... En ce moment, vu comment je pense à mon père, aucune question ne me vient à l'esprit. Je prends des tonnes de choses qu'il m'a données et sa capacité à pétiller dans ses yeux quand il parle de l'industrie ou parle d'une marque ou comment il peut engager les gens juste à propos de ce qu'il a fait pour vivre et il a adoré ça. Donc, je pense que j'ai ça où il a inculqué ça en moi. Mais je ne sais pas d'où ça vient, mais tu l'obtiens dernièrement. Des choses me font réaliser que ce que je fais aujourd'hui n'est pas différent de ce que je faisais au lycée ou à l'école primaire. Comment puis-je me démarquer? Parce que je n'ai pas la mentalité que tout le monde a. Je pense que c'est très fort. Comme un espace mental pour construire à partir de là parce que cela crée cette figure, je dois comprendre cette merde.
Et peu importe ce que je dois comprendre, mais je veux dire, je ne peux pas compter sur l'argent. Je ne peux pas compter sur les connexions. Je ne peux pas compter sur le fait de faire les choses de la manière dont tout le monde les a faites. Et je pense que c'est en fait ce qui vous a permis de réussir. Je pense que oui, mais en même temps, je réalise aussi maintenant dans ma carrière, qui est maintenant de plus de 20 ans dans cette entreprise, les 5 ou 6 premières années, je ne pense pas que j'ai fait certaines choses différemment, mais j'ai fait beaucoup de choses en fonction de ce que tout le monde faisait. C'est là que je persistais dans mes erreurs. explique quelles erreurs. Oh, tout reste vrai de cette époque à aujourd'hui. Tu sais, embaucher des gens en fonction de leur expérience dans le secteur. Tu sais, je n'aurais pas dû faire ça. Depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, j'embauche des gens, mais pas aujourd'hui spécifiquement. Je me fiche de l'expérience dans l'industrie, je me fiche de leur âge, je me fiche de ce qu'ils savent. Parce que je sais que je peux leur enseigner. Mais ce que je ne peux pas enseigner, c'est cette énergie, cet enthousiasme, cette excitation. N'attendez personne, allez le faire vous-même, c'est différent. Ou vous savez la façon dont, si quelqu'un dans notre industrie me disait, comme c'est la façon dont vous devriez construire une marque, il est plus intelligent que moi, il le fait depuis plus longtemps que moi, clairement il sait. Je suivrai son exemple. Ce n'est pas la façon de le faire. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et il m'a fallu, parfois il me faut, j'espère que c'est plus court aujourd'hui, mais il me faut un certain temps pour apprendre. Vous savez que je ne peux pas être comme tout le monde. Il y a certaines choses que je peux faire qui devraient Être les mêmes, mais d'autres choses, non. Selon moi, entendre des phrases comme « c'est comme ça que ça a toujours été fait » annonce la mort d'une entreprise. On peut ressentir dans votre processus de création et de construction d'entreprise que vous allez repousser cela à plusieurs reprises. C'est probablement pourquoi vous continuez à déployer Scott, n'est-ce pas? La chose la plus difficile au monde à faire est d'essayer de convaincre quelqu'un de faire les choses différemment, surtout quand vous en avez besoin, surtout quand ils sont ancrés dans ce qu'ils font. Vous savez que ce soit un distributeur, un importateur, quelqu'un qui vend votre marque, quelqu'un qui fait votre marketing, c'est vous. Il y a une fine ligne parce que vous voulez les énerver, mais en même temps, c'est comme si vous deviez les convaincre. Il y a une autre façon de faire ou essayons ceci. C'est très difficile. C'est très difficile. Alors parle-moi, je veux dire, comme tu viens d'une famille qui était dans la catégorie appelée spiritueux. Juste, oui, donc spiritueux. Donc quand tu grandissais, est-ce quelque chose que tu as toujours voulu faire? Parce que je sais que j'écoutais quelques émissions différentes avant que nous ne sautions sur cela, donc tu as eu des ennuis. À l'université pour essayer d'être un entrepreneur dans ta chambre, alors guide-moi à travers cette histoire, peut-être comme la première version de ton entrepreneuriat. Bien, il y avait plusieurs versions, mais celle-là, je suis allé à l'université de Floride, à Gainesville. Je vivais dans les dortoirs et je pense que je venais de voir quelque chose d'historique, pas historique. C'était à propos des Pittsburgh Steelers et de la terrible serviette. Et c'était juste cette serviette qu'ils agitaient tous pendant l'apogée des Steelers. Et je me suis dit, je veux faire ça. Je veux le faire pour la Floride. Et j'ai conçu ce design et nous l'avons appelé, je l'ai appelé le Gator, le chiffon à fouetter, avec un alligator dessus. J'ai fini par le vendre hors des dortoirs et un gros article a été écrit sur moi. C'était drôle dans les temps du Gator. J'ai été expulsé des dortoirs car il était interdit d'y avoir une entreprise. Mais j'étais le gamin... Je me suis décrit là-bas. Certaines personnes ont la chance de savoir exactement ce qu'elles veulent faire dans la vie. Dieu les bénisse. Je pense que c'est un sentiment incroyable pour moi. Je ne savais pas ce que je voulais faire et j'avais beaucoup d'idées. Et je n'en ai choisi aucune parce que j'avais peur que l'idée que je voulais choisir ne soit pas la bonne et que je n'aurais plus jamais une autre bonne idée. Donc vous êtes un peu perdu. Vous piétinez un peu dans l'eau et le temps. C'était moi. Donc ça, ce n'est que dans la trentaine que j'ai dû choisir quelque chose et j'ai choisi cette industrie. Et je n'ai jamais regardé en arrière. C'est fou. En fin de compte, tout est une question d'enchère. En bref, choisir une industrie, c'est comme planter un drapeau et s'engager à la comprendre coûte que coûte. D'accord. Donc, mais je voulais... Mais... Je me souviens être à l'université, au lycée, et je voulais faire de la tequila 100% agave avant qu'elle ne soit 100%. Je voulais acheter une chaîne de magasins d'alcool à Chicago que je pensais pouvoir développer. Le prochain
le prochain grand, vous savez, Office Max Staples et Business d'alcool, ce qui était une excellente idée à l'époque. Mais je n'avais tout simplement pas la confiance nécessaire pour réaliser quoi que ce soit si cela a du sens. Pour moi, ce n'est pas une industrie facile, mais aucune ne l'est. S'il y avait une industrie facile, nous serions tous en train de le faire, mais rien n'est facile. Rien qui soit... Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Je regarde la seconde comme si j'avais une formation technique. Donc pour moi, comprendre la chaîne d'approvisionnement, la logistique et la réglementation, c'est comme merde à ça. Pour moi, ça semble être un défi de taille. Je laisse tomber le reste. Mais je suppose que si vous venez de là, alors vous connaissez un peu votre chemin. Ce n'est pas facile, mais ça semble être le cas. Eh bien, je dis aux gens, je répète encore cette phrase et je crois toujours que c'est la meilleure chose à propos de moi avec cette industrie, c'est que je la comprends. Je l'apprécie, mais je ne suis pas trop proche de ça parce que je n'y ai jamais travaillé. Et je pense que si vous êtes trop proche de quelque chose, vous manquez l'opportunité. Même aujourd'hui, j'adore les magasins d'alcool. Vous ne le voyez pas. Je déteste les magasins d'alcool et refuse d'y entrer. C'est accablant, trop de marques. Visuellement, c'est trop pour moi. Aller à Total Wines, c'est dingue. C'est comme Costco avec de l'alcool. Je ne veux pas être corrompu. Je veux le regarder d'un œil neuf, d'un point de vue extérieur. Je pense toujours de cette façon. J'ai beaucoup d'idées, pas de notre industrie, en essayant de réfléchir. En observant les allées, je constate que chacun tente de se démarquer. Mais au final, personne n'y parvient réellement. C'est très difficile, donc quand vous regardez, je veux dire que vous êtes comme les bouteilles sont belles. Je pense que c'est la première chose que j'ai remarqué. Comme les bouteilles sont très belles, mais elles ne ressemblent pas à toutes les autres bouteilles que vous pouvez dire avec probablement 99 des marques là-bas. Ce que cette boisson est juste basée sur la bouteille. Mais vous ne faites pas ça, je ne pense pas que vous faites ça. Vous savez ce que je veux dire comme... Ouais, non, je le fais. C'est vrai en fait. Si je regarde Deakin, qui est le nouveau, qui est mon scotch, ça ne ressemble pas à la catégorie, ça ne ressemble pas à l'industrie. Donc pour moi, cela revient à cette idée que je ne peux pas dépenser plus que les gros bonnets. Je ne peux pas dépenser plus qu'eux en marketing et je ne peux pas l'imposer aux gens. Je dois donc me démarquer. C'est ainsi que je le vois. Donc tout est dans le design, du moins je le crois. Il y a donc une histoire. Il y a une histoire sur la couleur, sur le nom, sur la sensation de la bouteille lorsque vous la touchez, sur le fait qu'elle soit en creux ou en relief, où elle est en creux, où elle est en relief, quoi? Dit le texte, à quoi ressemble le bouchon. Toutes ces choses comptent pour moi. Quelle était la première version de Sovereign? Vous avez mentionné que votre première entreprise était 30, c'est bien cela? Oui, j'étais dans la trentaine quand j'ai commencé Sovereign. D'accord. Donc, ça fait plus de 20 ans. Quelle était la première version? Eh bien, ma première marque n'existe plus aujourd'hui. Et je dis toujours que c'est ma marque la plus réussie. Je dis cela car c'est grâce à cette marque que j'ai tout appris. J'ai appris comment construire des marques. J'ai appris à être patient. J'ai appris à faire confiance à mes propres instincts. J'ai appris beaucoup de dictons, tu sais. Si quelqu'un doit le détruire, ce sera moi. J'ai appris à ne compter sur personne à cette époque. Moi, quand les gens disent qu'ils font des choses, je suppose qu'ils le font. Et je m'assois et j'attends. Donc cette marque m'a appris et elle n'existe pas. Tout ce que j'ai fait depuis, et je pense que nous sommes je ne dis pas cela pour me vanter. Je ne pense pas que quelqu'un ait eu plus de nouvelles marques à succès que nous. Mais je dis cela avec fierté, en disant au prochain gamin là-bas qui veut développer la prochaine marque. Mes marques ont en commun que personne n'y croyait. Personne ne pensait qu'elles fonctionneraient. Personne. Et pour moi, c'est un grand signe que si vous croyez en quelque chose, vous pouvez le rendre réussi. Pourquoi personne ne croirait en aucune de ces marques? Et encore une fois, je pense que c'est vraiment important que Ace of Spades, cette sortie a été très médiatisée et c'était grand dans les actualités et tout ça. Et puis, je vous ai entendu je pense que c'était un autre podcast de Miami en fait. Et le gars a demandé, donc personne ne croyait en vous-même après ça. Ils ne le font toujours pas, ce qui m'étonne vraiment. Comme quoi, qu'est-ce que ça prend? C'est super impressionnant. Je devrais dire, c'est peut-être que c'est plus facile. C'est peut-être toujours un peu plus facile. Peut-être que cela ouvre un peu plus la porte. La réunion est peut-être un peu plus longue.
Mais cela revient à ce que vous avez dit. Vous savez, c'est la façon dont cela a été fait. C'est votre façon de voir les choses. Même si vous l'examinez, je maintiens mon opinion. Je déteste les données. Je déteste les tendances. Si quelque chose est à la mode, je ne veux pas le faire parce que si je ne fais pas déjà partie de cette tendance, il est trop tard. Donc, pour le champagne, il n'y a pas de retour ni de nouveau champagne sur le marché. Personne ne rentre dans cette catégorie. C'est la dernière catégorie dans laquelle vous voulez entrer parce qu'elle est vieille et qu'elle est contrôlée par une seule entreprise, qui est Moet Hennessy, qui possède tous les champagnes. Alors maintenant, vous entrez dans une catégorie où tout le monde dit « Allez, ça ne marchera jamais ». Désormais, vous le vendez plus cher que tous les autres champagnes. Et maintenant, vous le mettez dans cet or. Bouteille brillante qui ne ressemble à rien d'autre. Et ce n'est pas un millésime, c'est un multimillésime. Donc toutes ces choses vont complètement à l'encontre de ce que tout le monde ferait. Donc c'est vrai, la personne moyenne dirait que ce n'est pas... Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Quand tu regardes en arrière, cette première marque n'existe plus. Quels seraient tes plus grands succès et leçons de cela, mais aussi le plus grand échec de cette première fois, le moment où tout a dérapé pour Ace ou mon premier neurone pour ta première marque parce que j'aime les histoires du début? Je pense que probablement la plus grande leçon était et est toujours. Ce n'est pas une question de quantité. Il s'agit de qualité en tout, dans chaque vente. Je préférerais avoir 10 comptes qui se portent vraiment bien plutôt que 100 comptes avec une bouteille. Pour moi, si vous êtes dans 100 comptes et qu'il ne se passe rien, vous avez l'impression que vous vous précipitez juste pour faire des ventes. Pour moi, le succès, c'est que chacun doit être réussi parce que cela aide le suivant. Donc, je crois toujours cela et je le dirai encore à mon équipe. Et je pense toujours de cette façon, en termes de succès, je pense... Je ne regarde pas les négatifs plus que les positifs. Je veux dire que c'est en fait une façon très saine parce que alors vous prêtez attention aux choses qui ne fonctionnent pas si bien. Revient à ces dictons. Je crois littéralement en ces choses. Mon frère et moi avons un dicton. Chaque réunion est excellente jusqu'à ce que tu quittes la pièce. La clé est de garder les participants engagés lors de chaque réunion. Comment les garder engagés? Comment faire en sorte que les gens parlent de vous? Comment faites-vous du bruit? Nous ne parlons pas des marques ou des entreprises. Personne d'autre n'en parle. Comment vous devez microgérer? Vous devez être un parent pour les marques. Vous devez, quand ils sont petits, vous devez faire toutes les plus petites choses avec un bébé. Vous savez, vous devez les laver, les nettoyer, les nourrir et vous assurer qu'ils ne tombent pas. C'est la même chose avec la construction de la marque. Donc, ce sont des leçons de vie sur comment construire quelque chose et le faire grandir progressivement. Je ne peux pas forcer mon enfant de 8 ans à être plus qu'il n'est un enfant de 8 ans, et c'est ce qu'il est. Donc, il y a beaucoup de choses. Et quand vous regardez même les marques que vous avez actuellement, quelle est la stratégie? Quel est le cadre derrière? C'est ce que nous diffuserons mondialement. C'est l'histoire derrière cela. C'est avec qui je veux que cela résonne. Alors, Bamboo. Nous avons lancé Bamboo il y a environ 5 ou 6 ans. Le but n'était pas je veux créer un nouveau niveau de rhum premium. Je pense que le rhum est sous-estimé. Et quand vous regardez, encore une fois, cela revient à cette idée, si vous regardez les tendances et si vous demandez à n'importe qui dans notre industrie, il dirait « restez loin du rhum ». Eh bien, ils vont probablement dire « allez vers la tequila ». Correct. Eh bien, c'est la chose à la mode. Donc, le rhum n'est pas à la mode et il est en déclin. Et vous avez ces grandes marques géantes comme Captain Morgan et Bacardi, et je veux faire quelque chose qui est mieux qu'eux. Je crois qu'il existe un meilleur produit pour les consommateurs. Je pense qu'il y a un produit qui a meilleur goût pour eux et qui est plus premium. Et nous avons trouvé un goût que nous aimons, puis nous avons créé une histoire autour de cela et avons intégré de l'histoire. Il y a donc une histoire autour du bambou. Au 16e siècle, les marchands qui voyageaient dans les Antilles, les Caraïbes n'aimaient pas le goût du rhum, qu'ils appelaient grog, et ils en fabriquaient leur propre à partir de celui-ci, et ils l'appelaient bambou, et nous avons ramené cela.
Donc une fois que nous avons tout cela, c'est poussé, c'est introduit dans le monde, oui, mais je ne sais pas encore, donc je laisse les choses respirer et vous le découvrez donc maintenant, avance rapide, pas même avance rapide. Le Canada d'où vous venez est notre plus grand marché unique au monde pour le bambou, le plus grand en dehors des États-Unis. Et je dis en plaisantant que jusqu'à cette année, personne de notre entreprise n'y est jamais allé. C'est tellement drôle. Il y avait donc un vide sur le marché. Eh bien, pour moi, ce n'est pas un vide. Pour moi, ce n'est pas un vide. Pour moi, c'est hors de tout avec n'importe quoi. Si c'est une grande marque, les gens la trouveront. Tu sais quoi d'autre? Auparavant, je buvais souvent du Captain Morgan. C'était comme ma boisson au lycée. C'était ma boisson de prédilection. Mais il n'y avait pas d'histoire derrière ça. Personne ne s'en foutait. C'était juste comme la tequila bon marché. N'était pas vraiment si grand. Quand j'étais au lycée universitaire, c'était toujours le Capitaine Morgan. Mais dès que vous trouvez autre chose, vous vous en éloignez parce que vous ne vous en souciez pas vraiment. Il n'y a aucune affinité à cela. Il n'y a pas d'histoire derrière ça. Mais je pense que dans une des vidéos que je regardais, vous disiez que c'était dans une trentaine au moins quand la vidéo a été diffusée. Il y a 35 pays. Et vous ne pouvez même pas l'obtenir dans plus de pays. Vous êtes constamment en rupture de stock et ce, dans 80 pays aujourd'hui. Oh merde, d'accord, désolé. Non. Non, mais ce qui est fantastique dans cette histoire, et encore une fois, ça revient à cette idée que si vous croyez en quelque chose, ça peut arriver. Nous sommes dans comme 80 pays aujourd'hui et il n'y a qu'un seul marché dans le monde. Et je ne savais même pas que c'est un marché de rhum premium. Et c'est la France. Nous réussissons partout dans le monde. Et tous ces marchés ne sont pas des marchés de rhum premium, ou ils ne sont même pas des marchés de rhum et nous l'écrasons. C'est une excellente marque. Si elle l'est vraiment, on en parlera. Les gens trouveront et consommeront la drogue. Et je crois aussi en la qualité premium. C'est comme votre exemple du Capitaine Morgan. Je pense que les marques premium peuvent exister partout dans le monde. Les marques bon marché, c'est difficile. Quand vous pensez à développer une marque, cela vous dérange-t-il si il va y avoir comme une vague ou un changement culturel vers cette chose ou cela ne vous dérange pas, vous voulez juste obtenir un peu, comptez-vous sur le rhum pour devenir la prochaine tequila ou cela ne vous dérange pas? Peut-être que vous pensez juste que je veux juste être une partie significative du marché existant et nous allons être premium et nous allons être discutés, nous allons avoir la loyauté de nos clients et des évangélistes de notre. Vous savez ce que je veux dire? Je pense que vous ne pouvez pas voir l'avenir, mais regardez, patron. Et je riais toujours quand les gens disaient, et je fais des présentations, vous savez, je veux être le prochain patron. Vous savez, je veux juste 1% de la catégorie et patron a pris plus de 30 ans. Donc si cela se produit du jour au lendemain, Dieu bénisse, mais ce n'est pas censé être ainsi. Et j'étais cette personne qui avait ce plan d'affaires, qui disait « je vais obtenir 1% ou 5% de l'industrie et les multiples sont 20 fois. Et je vais le vendre pour 10, c'est là que je fais des erreurs. C'est là que les gens font des erreurs. Une marque saine en croissance réussira inévitablement. Lorsque vous les lancez, ils sont en quelque sorte comme vos enfants. Réfléchir en tant qu'entrepreneur est très subjectif. Certains pourraient lancer une marque et vouloir la garder pour toujours, ne jamais vouloir la quitter ou la vendre. Comment réfléchissez-vous à cela? Est-ce que je veux la garder? Est-ce que je veux la vendre? Est-ce que je veux... Quoi? Encore une fois, cela revient à cette idée que quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé cela, mon erreur était de penser à la sortie avant même de commencer. Et je pense que pour moi, c'est mon erreur. Et peut-être que c'est une erreur pour beaucoup de gens là-bas. Je n'y pense pas. Si cela se produit, tant mieux. Mais je ne pense pas, garçon, maintenant je suis prêt à vendre ou la marque est assez mature pour que ce soit le moment. Je ne pense pas comme ça. Mon objectif est de bâtir la marque. Tu continues à la construire. Quoi qu'il arrive, viendra. Concentre-toi sur la construction de la marque. Se concentrer d'abord sur la sortie peut amener à prendre des raccourcis ou à ne pas être attentif. C'est la clé pour comprendre ce comportement. Ils ne sont pas construits. Ce n'est pas réel pour moi. Je ne sais pas, je suis ce gars qui doit aimer et avoir de la passion pour ce que je fais. Parce que la sortie peut ne jamais arriver. Donc pour moi, il s'agit d'être dans ce moment, d'aimer ce que tu fais parce que la sortie n'a pas d'importance, ce n'est pas le but. Et la seule raison pour laquelle je peux dire cela, Scott,
c'est que j'ai tout perdu dans ce monde et j'ai tout gagné en étant dans cette affaire. Il y a eu un moment où j'avais des investisseurs et ils voulaient liquider l'entreprise et je me souviens avoir parlé à ma mère. Nous avions une réunion du conseil d'administration ce jour-là. Je me souviens avoir parlé à ma mère, mon héroïne. Je lui en parlais et elle me dit « Brad, je vendrai toutes mes bagues pour toi. » J'ai dit que j'allais résoudre ça. Je me souviens lui avoir dit quand j'étais assis dehors à l'intersection de Worcester et Broome Street à Soho, parce que je ne voulais pas. J'avais un faux appartement qui était mon bureau et quelques employés là-bas. Je me souviens lui avoir dit « J'adore ce que je fais. Et si je pouvais juste survivre, gagner assez d'argent pour vivre de cette façon et continuer à faire ce que je fais, je suis heureux. » Et j'avais besoin de ce moment parce qu'alors ce n'est pas une question d'argent. C'est vrai, je suis heureux. J'aime mon travail et j'accepte ce qui arrive. J'adore ça. Je veux que davantage d'entrepreneurs entendent ce message. Parce que je pense que c'est un excellent exercice. Je ne pense pas que les gens se rendent réellement compte de combien d'argent ils ont réellement besoin pour survivre et des choses qu'ils pensent être hors de leur portée ou qu'ils n'obtiendraient jamais que s'ils valaient. Choisissez un nombre. Cela pourrait être 10, 50, 100 millions, peu importe. Quel que soit votre nombre, les choses que vous voulez réellement dans votre vie ne sont en fait pas si chères. Je crois que la plupart des gens gâchent leur voyage et l'équilibre entre vie professionnelle et privée dans leur désir d'avoir un chef privé. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 millions de dollars pour faire ces choses. Je me souviens... Je parlais lors d'une conférence Citibank sur les marques perturbatrices et j'étais la prochaine personne à passer. Et la personne qui était là avant moi avait créé une entreprise appelée Casper, l'entreprise de lit. Le matelas. Oui. Je suppose qu'à cette époque, Casper était l'une de ces licornes et il disait, c'était fou. Il disait comment ils sont dans les 7 continents, ils ont 2000 ou 10 000 employés, leur entreprise mondiale en 1 an. Et ils ont levé 10 milliards de dollars. Et je me souviens être allé après et dire, écoute, si tu penses que je vais raconter cette histoire, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment lever de l'argent comme ça. Dieu les bénisse. Je ne sais que faire ce que j'ai fait, donc il y a différentes voies pour y arriver, mais je ne sais pas comment faire l'autre, je ne sais que comment... J'en suis arrivé là où je suis. Oui, mais alors la question est comme êtes-vous heureux sur Osson? Donc c'est vraiment tout ce qui compte. Êtes-vous heureux avec votre entreprise? Écoutez, quand je dis êtes-vous heureux, ce n'est pas dire que cela n'a pas été très réussi d'avoir la portée que vous avez eue. Vous avez vendu des marques avant et tout au long de cela, oui, il y a eu des hauts et des bas. Mais finalement, vous saviez que vous êtes une étoile du Nord. C'est vrai. Vous touchez à ce que je répète constamment à mon équipe. Le succès est relatif. Donc c'est déjà un succès. Cela fait plus que je ne pourrais jamais imaginer ou que quiconque pourrait jamais imaginer. Je devrais donc m'en réjouir. C'est encore modeste comparé à d'autres éléments sur place, mais je dois en être content. Ce diacre que nous venons de lancer est dans 60 pays. J'adore le masque de peste sur le... Oh ouais, c'est bien. Mais c'est, en quelque sorte, tout est relatif à ce que sont vos propres attentes. Donc je ne veux pas, tout comme les enfants, on ne peut pas les forcer. Je ne peux pas forcer mon fils à être meilleur au football. Tu sais, il est ce qu'il est. Tu dois être content de voir jusqu'où ils sont arrivés. C'est comme ça que je le vois. Je pense que lorsque je pense que l'entrepreneuriat réussit, si vous connaissez votre étoile du Nord, vous savez ce qui vous rendrait heureux, et alors vous pouvez rester dans le jeu assez longtemps. Je pense que c'est comme le secret. Je pense que beaucoup de gens ont ces attentes irréalistes. Et puis, le travail ne correspond pas à ces attentes, et alors ils ne veulent pas rester dans le jeu assez longtemps parce qu'ils n'obtiennent rien de tout cela. Mais si vous pouvez rester dans le jeu assez longtemps, j'y ai beaucoup réfléchi. Comme si vous construisez une entreprise, si vous le faites pendant 10 ans, il y a de très bonnes chances que vous soyez financièrement assez à l'aise. Si vous n'êtes pas un idiot, vous avez appris de vos erreurs. Vous itérez peut-être en pivotant un peu. L'année 10 différera du premier jour, mais vous ne souffrirez probablement pas. Personne ne souffre en faisant quelque chose pendant 10 ans. 100%. Et si quoi que ce soit, et c'est ce que j'ai appris. Donc si vous me demandez, Brett, avez-vous encore de nouvelles idées? J'ai toujours des idées, mais je ne veux rien faire d'autre parce que j'ai appris que c'est ce que je connais le mieux et c'est là où j'ai fait le plus d'erreurs et j'ai le plus appris. Alors pourquoi ferais-je autre chose? C'est littéralement recommencer. Donc, si vous vous en tenez à quelque chose pendant longtemps, vous allez avoir du succès.
peu importe, 20 et 20 plus 20. Et oui, est toujours en cours, est toujours en croissance. Quand une chose que vous avez très bien faite, parce que ensuite, je fais des recherches et je vois les gens qui sont assis autour des tables en buvant. Tout votre ressemble à ce son comme DJ, Khaled, Eric Ross. Je veux dire, comme ils aiment les grands noms, comment faites-vous? Je pense que la plupart des marques manquent cela, mais comment faites-vous pour qu'une marque soit si liée à la culture? Ce n'est pas facile. Je pense que c'est... Pour moi, la culture est quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas vous forcer à entrer. Juste, ça évolue. Et je pense que c'est ce que nous avons fait en tant qu'entreprise. Nous continuons simplement à évoluer. Nous restons fidèles. La culture, c'est rester fidèle à soi-même, tu sais, et je pense que c'est ce que nous avons toujours été. Donc, si tu me demandes, les choses que nous faisons aujourd'hui sont les mêmes choses que nous avons faites il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je m'appuie toujours sur la musique, j'aime toujours le hip-hop. La façon dont nous construisons la marque, la façon dont nous nous déplaçons, c'est juste une évolution naturelle et organique. Et pour moi, c'est la culture la culture aujourd'hui, comme nous nous sommes déplacés en Afrique, par exemple. Nous faisons de bonnes affaires en Afrique. Je suis un grand fan de l'Afrique. Je suis maintenant un grand fan de la musique Afrobeats en Afrique. Je suis sur la musique de piano en Afrique, les artistes africains. Nous nous penchons là-dessus. Devine quoi? La culture se penche aussi là-dessus. Mais en tant que fondateur, vous n'êtes pas juste comme « Oh, payons un influenceur ». Vous vous impliquez réellement, vous apprenez sur l'Afrique, mais vous ne dites pas simplement depuis une salle de réunion. Trouvons un moyen de le diffuser à travers l'Afrique et mettons cela dans tous les différents restaurants, magasins, etc. en Afrique. Je veux dire, vous apprenez littéralement plus sur l'Afrobeats, la musique et la culture vous-même. Et c'est ainsi que vous gagnez. En effet, je dois descendre sur le terrain et me confronter à la réalité du marché pour bien comprendre la situation. D'ici la fin de cette semaine, je vais en Asie, je vais visiter 7 pays. Je repartirai avec des idées et des réflexions après avoir visité le marché, les comptes et parlé aux gens. Il faut le faire, oui. Je pense que c'est probablement parce que les gens ne veulent pas se salir les mains. Ils ne veulent pas comment faites-vous et je vais continuer. Désolé, non. Je pense que le plus important... Chose que je peux faire en tant que chef de notre entreprise est, si je suis au bureau, je ne peux rien accomplir. Mais si je suis sur le terrain, c'est là que je peux vraiment accomplir des choses. Et à l'inverse de cela, vous comprenez la culture, vous comprenez comment intégrer cela dans ce qui est tendance ou non. Lorsque vous parlez à certains de ces grands rappeurs comme un DJ Khaled ou un Rick Ross, comment les embarquez-vous? Eh bien, je voulais juste dire, je ne sais pas ce que je ne fais pas, c'est que je ne suis pas les tendances. Encore une fois, je reviens assez. Pour moi, ce n'est pas une question de qui est à la mode dans la musique. Je m'en fiche de savoir qui est assez motivé. La musique, je veux dire, non, mais je ne choisis pas les gens en disant « Mon Dieu, ce gars est chaud, je veux vraiment me connecter avec lui ». Tout le monde avec qui nous avons déjà travaillé aime les marques, veut être impliqué avec les marques. Ils aiment la marque, que ce soit un petit artiste à l'époque, comme Post Malone qui aimait Bel Air, qui était ma première interview, était sans doute l'un de nos premiers ambassadeurs. Mais il aimait simplement la marque qui savait qu'il se transformerait en ce qu'il est devenu. Mais ce n'était pas basé sur ce qui est à la mode, c'est une véritable association à la marque. Et c'est ce qui est important pour moi. Il y a tellement de marques qui parlent d'authenticité, mais je ne pense pas avoir jamais réellement cru qu'une marque est authentique. Je te parle, je ne sais même pas comment le décrire autrement. C'est comme s'il n'y avait pas de conneries. Et comment tu prends un produit et dans les mains de qui tu le mets. Et les communautés et les publics que vous servez. C'est juste, nous créons de super produits et si les gens les aiment, c'est génial. Correct. Je pense que pour moi, cela ne vous y mènera pas rapidement, mais pour moi, c'est réel. Cela signifie que je préférerais, et je pense à cela en tant que consommateur, je veux avoir l'impression de découvrir un produit. Je ne veux pas qu'on me dise de prendre ce produit. Je ne veux pas qu'on me dise d'essayer cela. Je veux avoir l'impression de découvrir. Pour moi, c'est une bonne construction de marque. Laissez la personne le trouver, laissez-les le découvrir, laissez-les le vivre. Qu'ils en prennent possession. Peu de marques font cela, à mon avis. Bien, je pense qu'ils le peuvent. Je crois qu'il existe d'autres manières d'y parvenir.
et ils ont beaucoup plus d'argent que moi. Et ils peuvent y arriver, mais peut-être que ce n'est pas une marque saine et peut-être qu'elle ne va pas rester. Mais pour moi, toutes les meilleures marques ont commencé petit, vous savez, ce n'était pas dans un laboratoire blanc à Rye, New York, qu'il a créé, vous savez, c'était une petite marque construite à l'arrière de votre garage. C'est ce qui s'est passé. J'entends de grandes histoires sur « je ne l'ai jamais rencontré », le gars d'Under Armour. Il croit en sa marque et vous devez y croire aussi. Et c'est ainsi que les marques se construisent. Dites-moi très brièvement, car je sais que Ace of Spades a évidemment été un grand nom, une grande partie de ce voyage. Et vous avez dit que c'était la meilleure et la pire chose qui vous soit jamais arrivée. Racontez-moi simplement l'histoire de comment cela s'est produit. Je suis sûr que les gens sont intéressés. Donc, je comprends. C'était ma première grande marque à succès. Et j'ai 6 enfants dans ma maison et je traite ces marques comme si c'était mes enfants. J'ai versé du sang, de la sueur, des larmes, tout est investi là-dedans. Donc, quand j'ai eu l'opportunité, comme vous l'avez décrit, de vendre quelque chose, à ce moment-là, j'avais une marque, mais beaucoup d'autres marques que je voulais lancer, mais je n'avais pas d'argent. C'est une chose amusante dans les affaires quand vous pouvez avoir une marque réussie, mais vous pouvez être pauvre parce que tout votre argent est dans cette marque, tout votre argent est dans cette chose. Et je voulais faire Bel Air, je voulais faire Bamboo, je voulais faire d'autres marques. Et j'ai décidé que je pense que je devrais vendre cela et je peux devenir plus grand maintenant. C'est précisément ce qui est arrivé. D'une certaine façon, c'est la pire décision car vous vendez un enfant. Et d'une autre manière, maintenant, je suis plus grand et plus fort et je serai 100 fois la taille que j'étais avant. Donc pour moi, c'est l'expérience, mais pour moi, c'est ainsi que je suis arrivé ici, en montant l'échelle. J'aurais pu lever des fonds, mais cela aurait nécessité des partenaires. Aurais-je pu emprunter d'autres voies pour y arriver? J'aurais pu, mais cela a des répercussions. Donc pour moi, c'est la façon dont je voulais le faire. Je trouve ça génial, mais il est difficile de lâcher quelque chose qu'on a construit. C'est extrêmement difficile. Ce serait étrange pour moi de penser à cela à travers le prisme de ce podcast. Je veux dire, c'est comme si c'était quelque chose que j'ai construit moi-même. Et si une entreprise proposait d'acheter votre podcast, votre image, votre propriété intellectuelle, tout en vous gardant comme hôte, mais en devenant propriétaire, je veux dire, ce serait difficile. Ce serait très difficile. Mais stratégiquement, cela me permet peut-être de faire beaucoup d'autres choses que je voulais faire, mais ne pouvais pas. Donc je pense que, à la fin de la journée, les marques sont comme un bébé, votre entreprise est comme un bébé, mais aussi stratégiquement, où pouvez-vous emmener cela si vous obtenez de l'argent? Et maintenant, regardez ce que vous avez construit avec Correct. Si tu me demandes si j'aurais fait les choses différemment, tu sais, je ne peux pas y penser ainsi car c'est ma façon de... C'est une partie de ta vie, c'est une partie de ton voyage, correct. Cependant, un lien persiste et je souhaite sa réussite afin que ces marques perdurent à jamais. C'est mon objectif. Je veux qu'ils vivent éternellement et aient leur place dans le monde. Je suis aussi curieux. Pourquoi ce nom est-il devenu si important, Ace of Spades en particulier? Quelle était la chose? Je pense que comme toujours, c'est une chose drôle parce que je vis cela avec toutes les marques. Le temps fait les marques. C'est le temps. Vous savez, pour toutes les personnes là-bas qui, pendant des années et des années, n'avaient jamais entendu parler d'As ou d'Amanda Brignac, ils commencent à en entendre parler. Et la marque commence à devenir plus grande et prend une vie propre. Bel Air, même chose maintenant. Bamboo connaît aujourd'hui un grand succès. Et les gens en parlent beaucoup. Ils en parlent. C'est simplement le moment opportun. Les marques commencent à intervenir, c'est le moment. Et quand vous regardez d'autres marques de célébrités, pourquoi beaucoup d'entre elles ne font-elles pas cela? Eh bien, certaines le font. Je veux dire, si vous regardez, 90% d'entre elles échouent. C'est comme le jean Aviation. Quel était celui de Clooney? C'était un Casamigos. Ça a fonctionné. C'est comme des milliards de dollars. Et Aviation Jean était de Ryan Reynolds. Ce sont des entreprises valant des milliards de dollars.
Pour chaque entreprise valant des milliards, il y en a probablement beaucoup qui ont échoué. Alors, qu'est-ce que c'est le... Je pense à quelque chose. Je pense que le timing est tout dans cela, parfois dans cet espace. Et je pense Clooney était en avance sur l'idée de soutenir les marques. Je pense aussi que je dirais que la plupart ne fonctionnent pas. Il y a des tonnes et des tonnes de marques de célébrités qui n'ont pas fonctionné. Et d'après ce que j'ai vu, ils sont là pour l'argent. Et ce n'est pas par amour pour une marque ou pour construire une entreprise. Et vous savez si ça fonctionne bien, si ça ne fonctionne pas, qui s'en soucie. Et je pense que c'est pourquoi les grandes marques sont toujours là encore. C'est quelqu'un qui met tout en œuvre pour réussir. Et ce sont les meilleures marques. Ce sont toujours les meilleures marques, c'est vrai. J'allais dire parce que vous voyez tous ces influenceurs essayer de lancer des marques de vin et de seltzers, et je veux juste comme un leader d'opinion influent. Pas comme une méga célébrité, mais quelqu'un qui regarde. Je vais vous donner un exemple. Donc, ma moitié, Gina, elle gère un compte de même appelé « Mon thérapeute dit » et il pensait à lancer un vin. Et ils ne l'ont pas encore fait, mais j'ai toujours pensé comme « Ok, alors qu'est-ce qu'on doit comprendre comment on lance ?» Je ne sais pas par où commencer pour créer un vin. Ils ont un grand public de 8 500 000 femmes âgées, je ne sais pas, de la fin de la vingtaine à la fin de la trentaine, à New York, LA, Miami. Mais je ne veux pas simplement lancer un vin pour le plaisir de lancer un vin. Peut-être qu'il serait même préférable pour elle de s'associer à quelqu'un qui le démarre et de prendre une petite position en action et d'agir en tant que leur L marketing. Mais pour un créateur qui veut lancer quelque chose, je ne veux pas qu'ils abandonnent simplement parce qu'ils doivent apprécier un entrepreneur. Alors, quel serait le conseil pour qu'ils ne le fassent pas? De toute évidence, ne pas se concentrer sur l'argent. Mais alors, quel serait le conseil pour un créateur qui veut lancer une marque, une liqueur, un vin ou un spiritueux? Je dirais que la meilleure façon de le dire serait de jouer l'avocat du diable avec eux. Vous supposez qu'une fois que vous aurez fait un post à ce sujet, il sera réussi. Demandez-vous constamment, que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas après avoir fait cette publication? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Parce que c'est ce que je pense que beaucoup de célébrités ou n'importe qui avec une influence pense. C'est-à-dire, si je fais juste un post, si je montre juste cela, si je fais juste cela, je serai le plus grand joueur de basket du monde, le plus grand joueur de football du monde. C'est tout ce que je dois faire. Mais si ça ne marche pas dès le premier jour, que vas-tu faire? C'est donc à ce moment-là que tu dois décider, suis-je prêt à me salir les mains? Que suis-je prêt à faire pour que cela réussisse? Jusqu'où suis-je prêt à aller? Combien de temps suis-je prêt à consacrer à cela? Car pour moi, c'est à ce moment-là que tu sais si tu veux vraiment faire quelque chose ou non. Veux-tu te salir les mains? Veux-tu aller visiter des comptes quand ce n'est pas facile? Oui, je pense que c'est un excellent conseil, vraiment incroyable, parce que beaucoup de gens, pas seulement les influenceurs, mais aussi ceux qui veulent s'associer à eux, disent simplement « Et si on faisait juste quelques publications ?» Mais mon exemple, et je vais donner un exemple réel. Comme j'ai eu beaucoup de personnes célèbres que je connais, je n'ai aucun doute et dire que j'aimerais faire quelque chose et ma prière, c'est toujours ma première question, que vas-tu faire? Et ils sont choqués quand je dis, et si ça ne marche pas sur leur premier poste, ils sont choqués parce que tout le monde devrait penser que cette expression que la merde ne sent pas, ça le fait. Et si ça ne marche pas, que vas-tu faire? Et je pourrais probablement nommer 9 ou 10 qui sont partis et l'ont lancé. Et devine quoi? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, le faites-vous, prenez-vous des JV, des joint ventures avec des célébrités ou non? Alors, je suis toujours intéressé, je suis toujours curieux, et ça revient toujours à pourquoi veulent-ils le faire. Encore une fois, que Dieu bénisse ceux qui peuvent obtenir l'argent, s'ils peuvent obtenir le partenariat, si quelqu'un est prêt à agir. Et je dis tout le temps à mes amis qui gèrent des artistes ou des personnes, si vous pouvez l'obtenir, prenez-le. Mais pour moi, je dois passer les 5 ou 10 prochaines années à construire quelque chose, tu sais. Et mes marques, tu sais, ce diacre, ce ne sera pas vraiment réussi à mon avis. Pendant encore 8 à 9 ans. C'est différent, c'est une autre façon de voir les choses, mais je suis prêt à attendre. Le trajet ne me dérange pas. Ça me convient? Je vais bien. La construction d'une marque et d'une entreprise prend du temps.
ce qui est une perspective saine à adopter. Je pense que cela n'a même pas d'importance. Si vous êtes une célébrité, un influenceur, tout le monde a une capacité d'attention limitée et tout le monde veut une gratification instantanée dans tout. Absolument. Cela étouffe l'entrepreneuriat. Cela nuit gravement aux affaires et aux marques. Il ne le tue pas, c'est simplement impossible. C'est juste impossible. À moins que vous ne soyez incroyablement chanceux, il est pratiquement impossible de construire quelque chose de valable en peu de temps. Ou dit autrement. Je ne sais pas comment le faire. C'est ça, comme s'ils étaient là. Mais si j'ajoute des centaines de millions de dollars, je ne saurais pas comment donner un sens à mettre dans le marketing et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un moyen de le faire. Je ne peux pas le faire comme ça, ce n'est pas ma méthode. Je vais vous dire quelque chose cependant. Dès que vous vous lancez, vous avez construit une excellente entreprise et vous ne vous tuez pas. Vous avez aussi une famille et vous avez aussi un équilibre et vous prenez aussi soin de vos enfants. Et donc, quand vous commencez à prendre de l'argent, tout à coup, il y a de la pression. Et maintenant, comme les gens ne mettent pas juste de l'argent pour obtenir comme un 2X en 10 ans, les VC mettent de l'argent pour obtenir comme un 10X en... Dès que possible, j'ai eu ça dès le début. Et c'est pourquoi ils voulaient l'arrêter, parce qu'ils n'obtenaient pas le retour qu'ils voulaient. Donc, ils ne voulaient pas faire ça. Et je le voyais comme Dieu. J'ai tellement appris, comme nous venons de commencer, comme nous sommes en train de comprendre. Oui, nous avons fait des erreurs, mais j'apprends. Et c'est la clé de tout ça. C'est que vous continuez à apprendre, continuez à faire des erreurs, continuez à essayer des trucs. Mais, vous ressentez probablement la différence dans la façon dont vous construisez une entreprise maintenant. Par rapport à quand vous avez pris de l'argent de capital risque, ne ressentez-vous pas moins de pression? Oh, 100%, oui, 100% encore. Cela nous ramène en quelque sorte à en tant qu'entrepreneur comme ce que vous voulez dans votre vie. Parce que maintenant, vous avez un équilibre. Et parlez-moi de ça, comme parlez-moi de l'équilibre. Et peut-être les garde-fous que vous mettez sur votre vie professionnelle. C'est une bonne question. Je dirais, je suis tout aussi motivé. Je suis tout aussi... Vous savez, je suis un perfectionniste. Tout ce qui est négatif me dévore et me tue. Ça me ruine. Rien n'a changé. L'équilibre vient de... Il n'y a pas de question que la sécurité aide dans la vie. C'est là que l'équilibre intervient. Parce que tu as j'ai quelque chose que tu ne peux, espérons-le, pas me prendre. Ça crée une tranquillité où je dois être constamment rappelé, où tu sais où nous avons accompli quelque chose. Mais ma famille est essentielle pour moi, parce que pour moi, j'ai appris d'eux à construire des marques. Je raconte une histoire. Je plaisante toujours à ce sujet. Donc mon fils a 10 ans. Il est excellent en maths. Il est incroyable en lecture. Et ma fille a 9 ans. Elle est une grande artiste. Elle excelle en dessin et en écriture. C'est une artiste extraordinaire. Mon fils est un artiste horrible. C'est juste horrible. Ma fille ne se souvient de rien et ne lit pas bien. En tant que parent, vous vous concentrez sur les points forts de vos enfants et comblez les lacunes plus tard. C'est la construction de la marque. C'est la construction d'une entreprise. Cela m'a appris. Vous vous appuyez sur ce qui fonctionne et vous essayez de soutenir ce qui ne fonctionne pas avec le temps. Voici comment bâtir une entreprise. J'adore ça. Mais je ne l'aurais su qu'en lâchant prise sur les marques. Laissez les enfants apprendre à se connaître. Vous apprenez. Au Canada, nous l'écrasons. Penchez-vous dessus. Penchez-vous là où ça fonctionne. À Bel Air, aux États-Unis, notre industrie a un dicton. Vous le construisez dans des bars et restaurants locaux pour le vendre au détail hors site. Dès le premier jour de vente au détail à Bel Air, les gens l'ont adoré. Nous avons examiné la vente au détail. Nous n'avons pas encore abordé les bars et restaurants locaux. Vraiment? Oui. Alors, depuis combien de temps cela dure-t-il? 10 ans, oui. Mais il y a tellement de choses là-bas. Il y en a beaucoup. Mais c'est ainsi que nous apprenons ce qui marche ou non. Deakin, en ce moment, au Japon, est en plein essor. Que ferons-nous? Nous allons examiner cela, donc une fois de plus, tu ne sais pas ce que tu as. Jusqu'à ce que tu le mettes dans le monde, puis tu le comprends. Mais tu dois être ouvert à ces signaux du marché du monde. Que tu dois être, parce que je pense que les entrepreneurs aussi, ils essaient de faire trop et ils essaient de tout faire et d'être tout pour tout le monde, et cela... C'est à ce moment-là que je me souviens avoir regardé le Michael Jordan, comme le Netflix, ouais. Doc, la série, et Phil Jackson a dit, tu sais, tu dois constamment pivoter. Et c'est vrai,
Les affaires sont constamment en pivotement, constamment en évolution, constamment en mouvement, constamment en apprentissage. Et pour moi, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est encore laisser les choses respirer puis comprendre. Je me souviens, voici une bonne analogie. J'interviewais, il est un artiste nommé Russ Russ. M'a dit que dans ses premiers jours, il serait sur SoundCloud et il verrait qu'il avait des fans dans l'État de Washington. Il est comme, je vais à Washington, je vais leur montrer de l'amour et de soutien parce que j'ai des fans là-bas, il le verrait. Il avait des fans à Dubaï, au Moyen-Orient, parce qu'il pensait qu'il était du Moyen-Orient. Il ne l'est pas. Il est du New Jersey, mais il y allait et soutenait ses fans. C'est la construction de la marque. C'est la construction de la marque. Prendre ce que vous obtenez. Ne pas essayer de forcer, ce n'est pas de New York. Ne vous inquiétez pas si ça vient d'ailleurs. Vous construisez autour de ça, c'est Ce que nous essayons de faire. Qu'est-ce que tu fais pour, c'est la construction de la marque, mais créer un excellent produit, je veux dire, doit avoir bon goût, doit toucher à la maison. Quel est le processus de création d'un excellent produit que vous pensez que les gens aiment? Vous demandez à un tas de gens de l'échantillonner, qu'est-ce que vous faites nous? Cela, nous faisons confiance à notre instinct et à notre instinct, ouais. Tu fais ça depuis si longtemps que ce n'est pas que c'est juste, c'est... Si tu étais dans notre bureau de Chicago, il se trouve que je dirais, Scott, viens, je dois te faire goûter quelque chose. Nous allons te faire goûter. Dis-moi ce que tu penses. Ce que tu penses. Donc, ce n'est pas basé sur c'est essayé à la fin de la journée encore une fois. Il revient à cette idée, si quelqu'un va tout foutre en l'air, ça doit être moi, ça doit. Parce que mais je pense que le bambou est meilleur que tous les autres rhums en termes de goût. Je pense que notre emballage parle de quelque chose, notre histoire parle de quelque chose. Deacon a meilleur goût que n'importe quel autre whisky là-bas, irlandais, américain, japonais, canadien. Nous avons mauvais goût, je pense. Je peux vendre quelque chose, je le crois. C'est ça, c'est le plus important. On a un peu parlé des médias sociaux, mais aussi de comment les influenceurs ne peuvent pas simplement, nous en avons parlé dans le contexte des influenceurs qui essaient de lancer des marques, mais évidemment, tu cartonnes sur les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux sont une grande opportunité. Aussi, tu dois vérifier, comme si les gens écoutent, ils doivent aller écouter ton podcast. Donc, je veux dire, tu interviews certains des plus grands, tu sais, musiciens, artistes, rappeurs, célébrités, donc un podcast phénoménal. Mais comment penses-tu aux réseaux sociaux quand il s'agit de construire une marque? Pour moi, donc nous ne faisons pas de publicité, nous ne faisons pas de publicité traditionnelle. Et pour moi, ce que font les réseaux sociaux, c'est qu'ils me donnent un baromètre du succès de ma marque parce que je n'achète pas le consommateur. Je n'achète pas de fans. Donc pour moi, c'est une façon authentique de voir. Si j'utilise à nouveau mes marques, Bamboo a plus de followers que Captain Morgan et Bacardi. Ces marques valent des milliards et j'ai plus d'abonnés qu'elles. Je fais du bien en étant en contact avec le consommateur. Ils veulent être associés à moi. Ils veulent voir les marques, ils veulent voir ce qui se passe. Donc pour moi, ça fonctionne de cette façon. J'adore les influenceurs. Je pense que tout le monde est un influenceur. Ça pourrait être un barman, ça pourrait être quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, peu importe qui c'est. Mais la clé est de soutenir vos fans. Et c'est ce que nous essayons de faire, soutenir tout le monde qui nous soutient. Comment obtenez-vous cette authenticité à travers les réseaux sociaux? Parce que, soit dit en passant, c'est phénoménal. Je ne savais pas que vous aviez plus de followers. Non, et Beller aussi. Beller a probablement plus que n'importe quelle autre marque d'alcool, si je l'ajoute. C'est quelques sites Instagram. Mais cela montre que c'est authentique, c'est réel du point de vue du consommateur. Mais pour moi, c'est toujours de montrer de l'amour aux gens qui vous soutiennent. Vous savez, je parlais du whisky ou au Japon. Nous avons tous ces barman ou ces faiseurs de goût qui goûtent et boivent maintenant des kin, qui le mettent dans là-bas. Nous les soutenons. Je veux les montrer. Je veux que les gens les voient et les mettent en lumière. Il s'agit toujours d'essayer de ramener la lumière sur ceux qui nous aiment. Écoutez-vous le barman? Comme si j'adore DJ Khaled, mais si je vois DJ Khaled, d'accord, je suis un peu influencé, mais si je suis dans un bar et que le barman me dit quoi boire, c'est à lui que j'écoute. Correct. Donc, la façon dont je le vois, j'utiliserai une analogie de Nipsey. Il a dit, Brett, tu dois aller ouvrir ton coffre.
J'ai demandé à Nipsey ce que cela voulait dire. Cela signifie que je vais descendre à Compton. Je vais prendre ma voiture, je vais ouvrir mon coffre et vendre mes marchandises. Vonsler, il faut savoir mettre la main à la pâte. Je suis un constructeur de marque à l'ancienne. Je crois que je dois aller dans les bars, dans les restaurants, rencontrer les détaillants, sortir et vendre mes marques. C'est ainsi que les marques sont construites. C'est du porte-à-porte et tout le reste aide, mais la chose la plus importante que je puisse faire est de convaincre quelqu'un que mon produit, et je vais vous le faire goûter, je veux que vous le goûtiez, je veux que vous essayiez ce qu'un concurrent, et je vous garantis que j'ai un meilleur produit. C'est à l'ancienne, peu de gens font ça aujourd'hui, mais c'est ce que nous faisons et tout le reste aide, les réseaux sociaux aident, et vous savez, tout le reste que nous faisons aide. Mais je crois que c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire et pour moi, l'industrie n'a pas changé. Je pense toujours que c'est là que c'est constant, je le crois. Merde, je le crois fermement. Décris-moi une image comme si tu la peignais. Vous venez de réaliser une tournée en Europe et vous avez indiqué que vous effectuez également une tournée en Asie. Donc vous passerez le moins de temps possible au bureau. Que faites-vous lorsque vous partez en tournée? Je rencontre notre importateur. Et donc, nous avons un importateur qui gère nos marques dans ces pays. Lors de mes voyages au Japon, ma priorité est de rencontrer l'équipe de vente au complet et le plus de gens possible pour partager nos histoires de marque. Parce que je veux qu'ils l'entendent de moi et ensuite, je veux aller visiter les comptes avec eux. Je veux voir les comptes. Je veux voir les acheteurs, que ce soit des comptes qui soutiennent déjà nos marques. Parce que je veux les remercier, car c'est la chose la plus importante que je puisse faire ou emmenez-moi au compte qu'ils veulent gagner. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de nos marques pour partager notre parcours. Ce sont les bases du développement de la marque, de sortir là-bas. C'est ce que je dois faire. Combien d'autres présidents, directeurs généraux font cela? Je ne pense pas qu'ils soient nombreux. Je ne souhaite pas que vous dénigriez les autres entreprises. Ce n'est pas le but. Ils envoient probablement un gestionnaire de compte. Bien sûr, il y a une échelle à cela. Si vous êtes un président, directeur général multinational d'une entreprise cotée en bourse, vous devez gérer l'entreprise. Mais je pense que tant que vous ne pouvez pas, la leçon est comme des bottes sur le terrain, faites le travail difficile, serrez les mains, embrassez les bébés, quoi que vous ayez à faire en personne, je pense que cela fait une grande différence. Oui, que disent-ils à propos de la politique de détail, n'est-ce pas? Entrer sur le marché, c'est vrai, cependant, mais encore une fois, il y a d'autres façons de construire des entreprises et des marques. Je connais juste la voie que j'ai été en train de faire. Et la façon dont je veux le faire, mais je pense que les gens surestiment l'autre façon. Les gens surestiment l'absence d'interaction humaine à humaine, le fait de tout faire en ligne, de trouver la dépense publicitaire parfaite et les canaux parfaits. Et oui, ça fonctionne. Mais je pense que le facteur X, le mode entrepreneur, ou ce que les gens appellent le mode fondateur, consiste simplement à faire des choses qui ne se développe pas jusqu'à ce qu'il le fasse. Et je pense que c'est pourquoi tu réussis. Et je pense que si plus d'entrepreneurs, surtout au début, le faisaient comme tu le fais maintenant, je pense qu'ils trouveraient plus de succès en entrant réellement dans les bureaux et les salles. Je pense que c'est... Eh bien, pour moi, c'est la chose la plus importante. Du moins, ça me confirme comment j'espère voir le monde. C'est comme construire une armée. Mais quand j'y pense, j'utilise toujours mon équipe en Lettonie comme exemple. Le pays de la Lettonie compte environ 2 millions de personnes. En Lettonie, c'est la marque à la croissance la plus rapide en Lettonie. Bambou, la marque à la croissance la plus rapide. Le rhum n'existe même pas vraiment là-bas. Nous sommes le produit le plus cher à la croissance la plus rapide. Nous écrasons tout. Mais je sais pourquoi, parce que quand nous avions un importateur sur le marché et que le responsable de la marque de cet importateur était ce gars nommé Giannis, et Giannis adorait la marque, et c'est grâce à lui. Il est donc comme moi, il a soutenu la marque et est simplement sorti pour la vendre. Giannis est maintenant notre directeur régional, gérant de nombreux pays, mais je peux pointer du doigt ceux qui ont fait la différence. Je dis toujours, si vous croyez en quelque chose, vous pouvez tout faire. Vous pensez peut-être pouvoir tout vendre, et nous bâtissons une équipe de ce type de profil. C'est certainement pourquoi vous avez réussi. Lorsque vous regardez en arrière votre carrière, quelles ont été certaines des leçons les plus importantes que vous avez apprises en tant qu'entrepreneur? Quelles sont les choses qui vous ont vraiment marqué? Oh, ce sont toutes ces expressions.
c'est les leçons sont, encore une fois, ce sont ces expressions que je dis à mon équipe et qui restent vraies aujourd'hui. Si tu attends quelqu'un, tu seras toujours en train d'attendre. Ne compte sur personne, tu dois le faire toi-même. Tu dois le faire toi-même. Fais confiance à ton instinct. Si quelqu'un doit tout gâcher, ça sera toi. Ça doit être moi. Essaye, tu sais, j'ai appris, tu sais, dans ces interviews que j'ai faites avec des artistes, et j'adore poser cette question parce que ça renforce cette idée. Je demande toujours à un artiste quelle est leur chanson commerciale la plus réussie, le plus grand succès qu'ils aient jamais eu. Pensiez-vous qu'elle aurait du succès? Chacun d'entre eux a dit non, je n'aimais pas la chanson. Nous ne voulions pas la sortir car personne ne l'aimait. Nous n'aurions pas dû le faire, mais nous l'avons fait quand même. Devinez quoi? Ce fut un énorme succès. Et ce que cela m'apprend, c'est qu'il faut essayer des trucs. Il faut essayer des choses parce que la plupart du temps, nous suranalysions tout, nous réfléchissons trop à tout. Pour moi, ce n'est pas une chose qui nous a rendus réussis, ce sont beaucoup de choses, essayer beaucoup de choses, ne pas tout miser sur un seul domaine, parce que c'est comme cette idée que tout le monde pense que j'ai la chose qui deviendra virale, ça ne devient jamais viral, on ne sait jamais ce qui va devenir viral, mais il faut essayer. Essayer un tas de trucs, peut-être que quelque chose fonctionnera. Tu sais, le concept de self-made, pourquoi ce concept est-il si important pour toi? Parce que je pense que c'est la raison pour laquelle je fais ces interviews est. Je n'aime pas entendre les histoires de réussite des gens parce que cela semble si facile. J'aime entendre parler de la merde qu'ils ont traversée pour y arriver s'ils sont honnêtes à ce sujet. Je pense que quand je raconte des choses comme j'ai perdu mon appartement et j'ai arrêté de payer mon hypothèque et on m'a saisi ou j'ai arrêté de payer mes impôts à l'Internal Revenue Service et ils ont balayé mon compte bancaire parce que je pouvais remettre plus d'argent dans l'entreprise ou toutes les histoires d'horreur. Je pense que c'est motivant pour le jeune en moi qui veut démarrer une entreprise. Ce n'est pas facile. Et je pense que si vous racontez le côté difficile, le côté dur, est plus important que moi racontant à quel point ces putains de marques sont géniales. Je veux que les gens sachent que personne ne croit en eux parce que c'est vrai, c'est la norme, c'est la façon normale de construire une entreprise. Pour moi, c'est l'idée de self-made. J'ai traversé de la merde, mais j'y suis arrivé. Et je pense... C'est le côté motivant, je pense. Vous n'interviewez pas vraiment les entrepreneurs, mais je suppose qu'un artiste serait un entrepreneur à un certain degré. Mais j'allais poser la question, vraiment, quels sont, je veux dire, y a-t-il quelqu'un que vous avez interviewé, entrepreneur traditionnel ou artiste qui est aussi entrepreneur, a-t-il eu un chemin facile du tout? Ils ont tous, c'est la beauté de la chose, ils ont tous leurs histoires. Ils ont tous des difficultés, que ce soit psychologique, un parent qui ne croit pas en vous. Je me souviens de Steve Aoki me racontant l'histoire de son père, c'était dur. Il a eu du mal avec ce gars qui, comme nous tous, a traversé des épreuves pour arriver là. Et je pense que ces histoires sont celles qui méritent d'être racontées, parce qu'il faut se battre à travers tout ça. Je pense qu'il y a des pépites. Je me souviens d'une, je ne sais même pas qui c'est maintenant, et il a dit « Brett, tu sais, je viens d'avoir mon premier appartement et je n'ai que la moitié des meubles dont j'ai besoin. » J'ai dit « Pourquoi? » Il dit « Parce que je ne veux pas me sentir à l'aise. Je me sens mal à l'aise et j'ai l'impression de devoir constamment faire des efforts. » J'aime ça. Tu sais, c'est tellement drôle ce que les gens font pour se motiver eux-mêmes. Ouais, et pour moi, et c'est pourquoi je dis cela en plaisantant, c'est quand j'interviewe des gens, c'est pour moi, ouais, c'est motivant. J'ai commencé ce podcast. Ouais, c'est motivant, j'adore entendre. Je ne sais pas, tu sais, comme je ne connais pas l'histoire de Mark Cuban, mais je suppose qu'il y a, espérons-le, des merdes qu'il a dû traverser pour y arriver, tu sais. Ou peut-être que c'était vraiment facile, mais entendre ce gars monter sur scène et parler de Casper et comment ils ont levé des milliards de dollars, ils veulent faire croire qu'ils ont toujours été couronnés de succès, comme si je savais ce que je fais et je sais comment y arriver. Je veux entendre les merdes qu'il a traversées parce que je peux apprécier que c'est le combat. Je veux le côté combat. Je pense que la chose est que tout le monde a traversé cela à la fin de la journée, mais c'est le côté qu'ils doivent raconter. Ouais, mais c'est le côté dont ils ont peur de parler. C'est ce qui rend cela humain, c'est ce qui rend
le voyage amusant. Je veux dire, non, je ne connais pas un seul. Je veux dire, j'ai aussi interviewé des tonnes d'entrepreneurs. Je ne connais pas un seul qui j'ai réellement obtenu l'histoire. De là, il y a des gens qui racontent des conneries, mais je ne connais pas un seul qui a réellement eu un voyage facile. Et je pense que lorsque vous racontez des histoires comme ça, c'est important parce que, alors pour une jeune génération d'entrepreneurs, les attentes sont réelles. J'ai écouté un podcast aujourd'hui sur la santé mentale des entrepreneurs. Ce qui s'est passé était en fait très triste. Il y a un gars qui avait une entreprise de 100 personnes et il s'agissait, l'entreprise achetait comme des maisons à rénover ou quoi que ce soit, et puis les taux d'intérêt ont augmenté. Alors il ne pouvait pas, il a dû licencier tout le monde et il s'est suicidé. Oui, je pourrais, car toute son identité était liée à cette entreprise. Et tout à coup, il n'avait plus l'entreprise et il n'avait plus de réseau de personnes à qui parler. Il s'est suicidé. Oui, 100%, 100%. Donc, c'est comme avoir une conversation plus réelle, comme petite, comme la chose drôle. D'accord, hypothèque, perdre l'appartement, ne pas payer d'impôts pour que vous puissiez mettre l'argent dans l'entreprise. Ce sont des défis que les entrepreneurs ont dû affronter à un moment donné. Ils pensent qu'ils doivent simplement faire marcher ce truc et ensuite tout ira bien. Mais il s'agit simplement de survivre dans ce monde jusqu'à ce que la chose fonctionne. Et je pense que pour moi, quand j'y pense vraiment et que j'essaye récemment, je pense que si tu me demandes, Brett, pourquoi as-tu simplement arrêté? Je pense que c'est la peur. C'est la peur. Tu regardes, j'ai peur de mal paraître, peur d'avoir échoué, peur de... que ça ne fonctionne pas. Comme juste où je plaisante, ma mère, qui a maintenant 94 ans, qui est juste, comme je l'ai dit, est mon héroïne. Elle est intrépide et inconsciente. Et je pense que ce sont la même chose. Et quand tu es plus jeune, parfois, tu es juste... tu sais, tu es un peu des deux, tu ne sais pas mieux. Donc pour moi, c'était juste de la peur pure. Je dois faire en sorte que cela fonctionne. Sinon, qu'est-ce que je vais faire, bon sang? Et c'est effrayant. C'est effrayant parce que votre identité, toute votre vie est impliquée dans cela. Mais je pense que tu as raison. Je pense que c'est le côté sain. Entendre parler des aspects négatifs est sain. C'est plus sain car cela montre que ce n'est pas facile. Ce n'est pas censé être facile. Ce n'est pas censé arriver rapidement. Si c'est le cas, tu as de la chance. Mais vous êtes chanceux si cela arrive vite. Cela ne se produit pas rapidement pour 99,999% des gens, n'est-ce pas? Avais-tu des gens autour de toi quand tu repenses à l'époque où tu as perdu ton condo ou ton hypothèque ou tout ce merdier qui s'est passé, ou étais-tu simplement obstiné à comprendre tout ce merdier par toi-même? Parce que je pense qu'un petit groupe de personnes peut là aussi aider, mais... Eh bien, j'avais mon père qui disait « T'es fou, ne fais pas ça ». J'avais mon frère, qui était mon frère aîné avocat, qui disait « Ne fais pas ça, tu n'es pas utile ». Mais ils ont été utiles à leur manière, ils veillent sur moi. Mais c'est ma mère. Ma mère était là, tu sais, elle a toujours été, elle est intrépide. Elle, je peux tout faire. Mais tu as besoin de gens comme ça. Et ma femme, tu as besoin de gens comme ça qui étaient là pour toi dans les bons et les mauvais moments. Et c'est l'autre chose que je dis aux gens tout le temps. Tu dois trouver une personne, au moins une qui sera là pour toi dans ces deux expériences. Car on a besoin des autres pour se relever. Tu as besoin de personnes pour te motiver, pour te faire passer la journée. C'est tout aussi important. Je pense que c'est un facteur clé dans l'entrepreneuriat. Si je n'avais pas, genre si Gina n'était pas là quand je reçois de mauvaises nouvelles ou que quelque chose de mauvais arrive, genre elle te sort juste de là, t'aide à prendre du recul et à comprendre que ce problème n'est pas si grave. Mais sans cette personne, en tant qu'entrepreneur, vous restez coincé dans vos propres pensées. Et il est très facile de s'enliser. Mais c'est aussi, et j'y pense, j'ai une grande réunion de vente à venir et je réfléchis à ce que je vais leur dire. Je disais à ma femme dans la voiture en montant ici, mon travail est de motiver. Je travaille comme meneur de claque. C'est n'importe quel entrepreneur, parce que tu sais, tu es un entrepreneur pour moi comme quelqu'un qui fait quelque chose que les autres ne feraient pas, ou ces marques ne devraient pas fonctionner, ou tu vas à l'encontre de quelque chose. Donc, tu dois convaincre les autres personnes qui traversent la même merde. Tu es à un autre niveau. Convainc-les. Tu dois les motiver. Tu dois les apprécier. C'est notre travail.
Ouais, j'adore ça. Alors, qu'est-ce qui t'attend ensuite, mec? Où va l'avenir avec ça? Patience. Il y a Aucune urgence. Nous avons nos 5 marques, Bel Air, Bamboo, Vion, McQueen, notre gin, Vion, notre Gvitz dans la catégorie Cognac, et maintenant Dick en whisky. J'ai d'autres marques que je veux faire, mais je ne suis pas pressé parce que je crois fermement en cela. Si chacun réussit, ce sera plus facile la prochaine fois et encore plus la fois suivante. En développant notre entreprise, j'essaye de convaincre le monde que des marques comme celle-ci peuvent être mondiales et ça marche où je veux être dans tous ces pays, parce que je crois que si vous êtes à New York aujourd'hui, en buvant du bambou et que vous allez à Miami demain, vous ne changez pas de marque. Vous voulez la même marque. Si vous allez à Paris le lendemain, vous voulez la même marque. Si vous allez au Kazakhstan le lendemain, vous voulez la même marque. Alors, c'est mon objectif. Les gens doivent mieux faire car si je vais ailleurs, je bois beaucoup de tequila. Si je vais ailleurs, j'étais en Europe l'été dernier, je ne pouvais trouver de la tequila nulle part. Vous n'avez pas pu avoir votre marque. Moi, je vais l'obtenir. Max, c'est pour cela que je crois en le global. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, les grandes entreprises sont comme « Pourquoi n'avez-vous pas de tequila? Quand allez-vous faire une tequila? » Nous en ferons une. Nous en ferons une. Mais je maintiens ma décision prise il y a longtemps. Je veux tout rapidement. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis excité pour pas nouveau mais différents champagnes. C'est ce qui me passionne vraiment. Donc je ne suis pas un grand fan de certains des noms de famille qui existent depuis longtemps. Vous devez essayer notre Bel Air. C'est fantastique. Fantastique. Mais j'adore ça. J'adore mes marques. J'adore mon équipe. J'adore ce que... Nous bâtissons. Tu incarnes l'entrepreneuriat à son meilleur. J'adore ça. Beaucoup essayent de passer rapidement à travers l'entrepreneuriat, s'épuisent et se perdent. Ils perdent leur santé mentale et physique, ainsi que leur bien-être. Ils perdent leur famille. Ils perdent leurs épouses. Pour moi, Pour moi, c'est... Et encore, il n'y a pas de question que j'étais une personne différente dans les 5-6 premières années, une personne différente de celle que je suis aujourd'hui. Mais c'est parce que je l'accepte. J'aime ce que je fais et je suis parfaitement bien à le faire à n'importe quel niveau. Ça n'a pas d'importance, ouais. Où voyez-vous l'industrie aller? C'est une grande question. Il y aura toujours de nouvelles tendances. Nous avons là un énorme RTD. Tendance, vous savez, des RTD à faible teneur en alcool prêts à boire. Tous se sont lancés. Un grand rinçage du système a eu lieu, mais ça restera. Le non-alcoolisé devient populaire. Croyez-vous que cela va perdurer? Je pense que c'est approprié. Je pense que cela a sa place. Je pense juste, encore une fois, que je ne suis pas une personne à la mode. Cela ne compte pas pour toi. Ouais. Je veux qu'on crée nos propres tendances. Je veux qu'on le fasse à notre façon. Donc, je crois en cela. Mais la beauté de cette entreprise est qu'ils sont une grande marque est un insigne d'honneur. Vous le portez. Ce que j'aime, c'est que j'apprécie les marques, qu'elles soient à moi ou à quelqu'un d'autre. Ouais. Quelle serait une chose que je ne vous ai pas demandé qui serait bénéfique pour les entrepreneurs en devenir? Je pense que c'est une bonne question qu'on me pose souvent. Comment c'est de travailler avec sa famille? C'est vrai, j'adore ça, j'adore absolument ça. Je pense que, une fois que nous avons défini les rôles, je travaille avec mon frère. En fait, je travaille avec tous mes frères maintenant et mon neveu. Si vous avez défini des rôles, c'est la clé, c'est-à-dire que tout le monde a une responsabilité, mais la beauté de travailler avec la famille, c'est que je sais qu'ils vont travailler aussi dur que moi. Je sais qu'ils vont... Ils font de leur mieux. Je leur fais confiance. Je compte sur eux. Et ce que nous avons également fait, même si Étant une entreprise familiale, nous traitons tout le monde équitablement. Donc, tous les employés, je les traite de la même manière. Leur famille. Nous ne traitons personne différemment. Je me rappelle avoir pris mon frère Blake en exemple. Il va me tuer pour avoir dit ça, mais il est vendeur à Chicago. Et je pense qu'il lui suffisait de vendre 3 caisses de plus pour atteindre son véritable bonus. Il aurait simplement pu acheter les 3 caisses sur le marché. Il ne l'a pas fait, donc il ne l'a pas obtenu. Alors nous traitons tout le monde
de la même manière, tout le monde de la même manière. C'est tellement drôle. Il est crucial d'établir des règles claires dans les entreprises familiales. Donc, je veux dire, si vous ne fixez pas ces limites, vous devez le faire parce que tout le monde, beaucoup d'émotions s'impliquent rapidement dans cette entreprise, oui, mais la chose que vous avez est que vous avez confiance, vous avez cette confiance explicite, c'est super beau. Et si vous avez déjà embauché des gens qui ne sont pas de votre famille, ce qui serait n'importe qui a embauché la plupart des gens, la confiance est une grande chose. Et c'est difficile, cela prend du temps pour construire cette confiance et vous travaillez avec la famille. Espérons que vous avez confiance dès le départ. Pour moi, ce qu'ils m'apportent, c'est une éthique de travail, comme je sais qu'ils travailleront. Il y aura des périodes où je ne communiquerai pas avec mon frère, mais ce n'est pas quand nous sommes très différents, mais ce n'est pas parce que nous ne voulons pas nous parler. Il fait son truc, et quand il a quelque chose à aborder avec moi, il m'appellera, et je ferai pareil. Et c'est la clé. Et si vous pouvez traduire cela pour tout le monde dans votre... L'entreprise fonctionne à merveille. Incroyable. Et le gin Violette Fogg, le cognac Villon... France. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'émission. Et si vous le faites, je pense que sur votre Instagram, vous avez les noms de tous les marques aussi. Et pour les acheter, je veux dire, j'ai vu que vous pouvez réellement les commander en ligne aux États-Unis, directement sur notre site. Vous passez simplement par les pages Instagram et vous voudrez vérifier tout cela, mais si vous pouvez aussi les récupérer, je suppose, ou que vous achetiez de l'alcool, oui, d'accord, dans n'importe quel magasin d'alcool, n'importe quel bar et restaurant, et s'ils ne l'ont pas, demandez-le. Oui, exactement, c'est le secret. Vous devez le demander. Demandez-le même si vous savez qu'ils ne l'ont pas. Bien. Pour finir, vous avez eu une carrière remarquable. Différentes saisons de votre carrière également. Si vous pouviez revenir en arrière et donner un conseil à votre moi de 20 ans, quel serait-il? Ne compte sur personne. Tu ne peux pas. Tu dois tout faire toi-même. Tu dois supposer que c'est ma plus grande erreur, car ça se reproduit constamment. Et si j'attends que quelqu'un fasse quelque chose, je serai toujours en attente. S'ils viennent, fantastique, mais n'attendez pas. Et je pense que l'autre erreur que les gens font tout le temps est si vous vous préparez simplement à échouer, si vous demandez à quelqu'un son opinion, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de cette idée? Qu'en pensez-vous? Vous vous ouvrez simplement. Et la clé est parfois que vous ne pouvez tout simplement pas demander. Il faut juste y aller et le faire. Il suffit d'y aller et de le faire ou d'être préparé, Ils diront sûrement du négatif, mais tu apprendras peut-être quelque chose. Un peu, quelque chose à quoi tu n'avais pas pensé. J'aurais pensé qu'ils ne sont que des platitudes vides et qu'ils auraient juste dit quelque chose de positif juste pour... Je suppose que cela dépend de qui tu demandes. Ouais. Mais je ne sais pas. Je pense, tu sais, qu'il faut toujours revenir à ne pas compter sur quelqu'un. Ce n'est pas une mesure défensive, mais plutôt une aide pour toi. Cela te fait comprendre que je dois faire en sorte que cela arrive par moi-même. Je dois faire en sorte que cela se produise. Je dois le faire arriver. C'est la clé.